Messieurs, dames, nous allons ce soir aborder un nouveau sujet, un sujet qu'on appelle les enfants médiums. Alors les enfants médiums, bien sûr, c'est un terme un petit peu générique, car il y a quelque chose qu'il faut savoir, selon les règles spirituelles ou même scientifiques, concernant le paranormal et le spirituel chez les enfants. Car quand l'invisible s'invite trop tôt, il y a des silences que seuls les enfants semblent entendre. Des présences que seuls leurs regards suivent. Et des paroles qu'ils n'auraient jamais dû connaître. Parfois ce ne sont même pas des cauchemars ou autres, ni des amis imaginaires, mais bien autre chose. Un peu comme un mode parallèle, pressenti. Des souvenirs venus d'ailleurs, des messages qu'on ne comprend pas, mais qui, eh bien pour eux c'est un peu une évidence. Depuis toujours, les récits d'enfants médiums fascinent, dérangent, inquiètent. Certains parlent à des morts, d'autres décrivent leur propre mort passée, et quelques-uns semblent même guidés par une sorte de forme d'intelligence invisible. Est-ce que c'est une sensibilité naturelle, un sixième sens que l'on perd en grandissant, ou le fruit d'un mental en construction, influençable, malléable, parfois peut-être même terriblement lucide? Dans cet épisode, on va plonger dans ces histoires. Des cas bien réels, troublants, documentés, et essayer de comprendre. Quand l'invisible se manifeste trop tôt, que devient l'enfance? Pour cette première partie, je vais donc vous raconter quelques témoignages et histoires de dossiers documentés, sourcés dans la presse ou dans des études, sur ce que les enfants voient et ce que les autres ne voient pas. On va commencer par James Leininger, le pilote revenu de la guerre aux États-Unis dans les années 2000. Tout commence à Lafayette en Louisiane. James a 2 ans. Il est éveillé, joyeux, sans problème particulier. Mais un soir, ses parents l'entendent hurler de terreur dans son lit. Il pleure, il se débat, il crie « Avion en feu, crash! Petit homme ne peut pas sortir !» Au début, il pense à un cauchemar. Mais les cris reviennent. Toutes les nuits. Toujours les mêmes mots. Au fur et à mesure du temps, James commence même à dessiner des avions. Avec une précision déconcertante pour son âge. Il parle de détails militaires qu'aucun dessin animé ne peut montrer. Le plus troublant, c'est quand il dit s'appeler James. Comme s'il parlait d'un autre James. Et qu'il affirme avoir volé sur un avion de chasse Corsair depuis un porte-avions appelé Natoma Bay. Les parents, Bruce et Andrea Leininger, cherchent des explications rationnelles. Et pendant leurs recherches, ils finissent par découvrir que l'USS Natoma Bay a bien existé. Et qu'un pilote nommé James Huston Jr. est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, abattu au-dessus d'Iwo Jima. James connaît les détails de sa mort. Il cite les noms de camarades qu'il avait à l'époque. Et quand la famille retrouve les anciens du régiment, il confirme. Le cas a été étudié par plusieurs chercheurs, dont le docteur Jim Tucker, psychiatre à l'université de Virginie. Ce dernier le classe parmi les cas les plus solides de souvenirs de vie antérieure. James, aujourd'hui adulte, n'a plus ses souvenirs, mais pendant des années, il a vécu avec cette sensation étrange, celle d'avoir déjà vécu. Et d'avoir été un homme bien avant d'être un enfant. Si tu trouves que cette affaire est assez étrange, je vais t'en parler d'une autre. Celle de Rosalie. Plus précisément, le fantôme d'une enfant guide. Et tout ça se passe en France, chez nous, dans les années 1850.
Ce nom revient souvent dans les écrits spirites. Rosalie, une petite fille, ou plutôt un esprit, qui aurait accompagné les travaux d'Allan Kardec. Si tu ne connais pas Allan Kardec, c'est une personne qui a rédigé un grand livre sur les esprits que j'ai déjà lu et que je te conseille, qui est particulièrement excellent. Le grand livre des esprits, il s'appelle, tout simplement. Et c'est à Paris, dans les cercles spirites de la seconde moitié du 19e siècle, que des médiums, en transe, reçoivent la visite régulière d'un esprit enfantin, doux et bienveillant. Il se présente comme Rosalie, qui est décédée à l'âge de 5 ans. Rosalie devient peu à peu une figure centrale de leur séance. Ce qui intrigue Allan, ce n'est pas seulement la constance des messages ou leur ton, c'est leur contenu. Rosalie parle de compassion, de pardon. Elle apaise, Elle corrige certains excès, comme si, bien, c'était une petite âme qui veillait. Dans le grand livre des médiums, Allan Kardec évoque ces esprits dits familiers, qui restent proches des vivants. Il ne donne jamais le nom de Rosalie, mais plusieurs lettres, témoignages et comptes rendus de séances à l'époque font très vite le lien. Certains spirites la décrivent comme un esprit missionné. Pas une âme errante, non, mais plutôt une présence volontaire, venue aider les vivants à comprendre l'autre monde. La particularité ici, c'est que Rosalie n'est pas incarnée, mais son message passe à travers des enfants médiums. Des fillettes surtout, âgées de 8 à 12 ans, qui entrent en transe et livrent ces messages avec des mots qu'elles ne connaissent même pas. Dans une époque dominée par le rationalisme, ce phénomène fascine et interroge. Rosalie reste encore aujourd'hui une figure à part. Ni démon, ni mythe, juste une petite voix dans l'ombre, qui peut-être guide encore ceux qui veulent écouter. Rendez-vous maintenant aux États-Unis, de nouveau dans les années 2000. Nous allons parler de Candace Newmaker, ou le drame de la Renaissance. Je te mets un petit warning. Ce cas est assez différent des autres. Il est tragique et plutôt dérangeant. Candace Newmaker a 10 ans. Elle vit en Caroline du Nord, adoptée après une enfance difficile. Sa mère adoptive, Jane Newmaker, l'emmène suivre une thérapie controversée, le rebirthing. L'objectif, c'est de simuler une nouvelle naissance pour recréer le lien maternel. Le problème, c'est que la séance tourne au drame. Ça se passe très mal. Candace est enveloppée dans une couverture maintenue physiquement. Elle étouffe littéralement et meurt sous les yeux des thérapeutes. Mais ce qui est souvent passé sous silence, c'est que Candace disait avant la séance, elle parlait de visions, de souvenirs qui ne semblaient pas lui appartenir. Elle affirmait entendre des voix, sentir des choses qu'elle ne comprenait pas. Les documents du procès contiennent plusieurs extraits de ces paroles. J'ai déjà vécu. Quelqu'un m'appelle dans mes rêves. Je veux rentrer chez moi, mais je ne sais pas où c'est. Certains y ont vu les signes d'un trouble dissociatif dû à l'enfance difficile que Candace avait vécue. D'autres y ont vu les traces d'un éveil médiumnique que personne n'a voulu entendre. Aujourd'hui, le cas de Candace est étudié à la fois par les défenseurs des droits de l'enfant et par certains chercheurs en spiritualité, comme un exemple extrême de ce qu'il se passe quand on force un enfant à porter des projections qu'il ne comprend pas. Rendez-vous maintenant en Australie,
en 2009. Le cas de Aelita André, l'enfant peintre en transe. C'est un cas assez particulier où, à seulement 2 ans, Aelita André peint des toiles abstraites d'une étonnante complexité. À 4 ans, elle expose déjà dans une galerie de Melbourne. Le New York Times parle d'elle comme d'un phénomène artistique. Mais nous, on va se pencher sur autre chose. Parce que ce qui nous intéresse dans ces recherches, ce n'est pas le talent. Non pas qu'il ne soit pas intéressant, mais c'est plutôt la manière dont elle peint. Aelita ne parle pas. Quand elle peint, elle entre dans un état particulier. Ses parents la filment. Ses gestes sont fluides, répétitifs. Parfois, elle murmure des mots que personne ne comprend. Certains y voient une transe, d'autres parlent d'état modifié de conscience. Elle-même dira un jour, à 6 ans, « Je ne peins pas avec mes mains. C'est quelque chose en moi qui montre. » À la suite de ces déclarations, des médiums, bien évidemment, se sont penchés sur le cas. Ils parlent d'écriture automatique par la peinture, d'une certaine connexion à un champ universel. Mais ses parents, eux, refusent en blé et en bloc les interprétations mystiques. Pour eux, Aelita est simplement très sensible. Ce cas, loin des récits de fantômes ou de voix de l'au-delà, montre une autre forme de médiumnité. Une sensibilité extrême, une capacité à capter sans comprendre. Et à travers la peinture, une manière de dire ce que les mots ne peuvent pas encore exprimer. Parmi tous ces cas intéressants, il y a, on peut le constater, pas mal de choses sur lesquelles on peut creuser certaines pistes. On va essayer maintenant, après ces histoires, par exemple, prises en exemple, essayer de faire une lecture rationnelle sur les enfants qui voient certaines choses et ce que les autres doutent. On va donc faire une analyse en 2 temps, bien sûr, où nous allons parler de lecture rationnelle et ensuite de lecture spirituelle, comme toujours. Dans la science, dans la médecine, nous parlons de cerveau en construction, imagination en expansion. Les enfants ont une perception du monde différente, plus sensorielle, plus symbolique. Leur cerveau est encore en construction et leur capacité à distinguer le réel de l'imaginaire est limitée. Jusqu'à 6 ou 7 ans, le cortex préfrontal, la zone du raisonnement et du jugement, n'est pas pleinement mature. Ce qui veut dire que l'enfant peut croire à des réalités multiples. Il peut parler à un ami imaginaire ou croire sincèrement qu'il a revu un fantôme par exemple. Sans que ce soit forcément pathologique. Les psychologues parlent d'hypersuggestibilité infantile. Un état où les croyances des adultes, les récits, les émotions ambiantes s'impriment profondément dans la psyché de l'enfant. Un parent très spirituel, ou au contraire très inquiet, peut inconsciemment projeter ses attentes. Et l'enfant, pour s'adapter, va exprimer ce qu'on attend de lui. Mais il y a un petit peu plus subtil. Des études menées par le docteur Charlotte Resnick, de l'UCLA, montrent que certains enfants très sensibles ou à haut potentiel émotionnel peuvent développer des hallucinations non pathologiques. Elles ne relèvent ni de la schizophrénie ni de troubles graves, mais de la manière dont l'imaginaire, les souvenirs et l'intuition s'enchevêtrent. Ce qui donne des cas comme Aelita André, un état de flow artistique total, ou encore comme Jess Leninger, un souvenir complexe reconstruit à partir d'éléments captés dans son environnement par exemple.
Le psychiatre Jim Tucker, qui a étudié plus de 2500 cas d'enfants prétendant se souvenir de vies passées, a observé un schéma récurrent. Les enfants concernés ont souvent une personnalité vive, une grande sensibilité émotionnelle et un âge de verbalisation précoce. Les sceptiques, eux, rappellent que le cerveau peut construire des récits cohérents à partir d'infos partielles. C'est le phénomène du filling in the gaps, une capacité puissante de notre mémoire à inventer ce qui manque. Autrement dit, l'enfant ne ment pas. Il vit réellement ce qu'il raconte. Mais ce n'est pas pour autant la preuve d'un phénomène paranormal. Dans la lecture spirituelle, les informations, tu t'en doutes, sont tout autres. Les enfants indigos, cristallins ou médiums naturels. Toutes les cultures ne voient pas ces récits comme de simples fictions. Dans les traditions chamaniques, les enfants sont considérés comme des êtres poreux. Leur âme, fraîchement incarnée, garde encore le souvenir des mondes invisibles. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont plus ouverts. On parle alors d'enfants chamans ou d'enfants voyants. Certains sont initiés dès l'âge de 5 ans, comme au Pérou ou en Mongolie. Pas pour leur apprendre à voir. Ah non. Mais parce qu'ils voient déjà. Dans le mouvement New Age, les années 80 voient émerger un concept qui divise. Les enfants indigos. On les dit connectés à d'autres plans, hypersensibles, réfractaires aux règles classiques, souvent en difficulté scolaire, mais extrêmement intuitifs. Puis viennent les enfants cristal ou cristallins et arc-en-ciel. Des étiquettes très controversées, mais qui rejoignent une intuition ancienne. Et si certains enfants portaient une vibration différente? Dans le spiritisme codifié, par Allan Kardec, oui, encore lui, on considère que certains enfants peuvent être médiums de naissance. Pas besoin d'études ni d'exercices, leur canal est déjà ouvert. Le problème, c'est que ça représente un danger. Et ce danger, bien, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Et qu'ils peuvent par conséquent absorber des émotions, des entités, des énergies, etc. sans protection. On parle alors d'enfants éponges, ceux qui attrapent, ceux que les autres ne voient pas. Ceux qui dorment mal, qui parlent seuls, qui ressentent des douleurs inexpliquées. Et dans certains cas, rares mais rapportés, ces enfants deviennent des vecteurs, des canaux, par lesquels une présence, une mémoire, une information peut passer. La question n'est donc pas l'enfant fabule-t-il, mais et si ce qu'il capte ne lui appartenait pas? Le poids du regard adulte entre fascination et danger. C'est un petit peu la zone grise. Quand un enfant dit « Je vois quelqu'un que vous ne voyez pas », ou encore « Je suis déjà mort », ou encore « Je ne suis pas d'ici », la réaction des adultes est cruciale. Il y a ceux qui rient, ceux qui paniquent, ceux qui en font un spectacle, mais très peu écoutent vraiment. Et c'est peut-être là le plus grand danger, car un enfant qui perçoit différemment le monde a besoin d'un cadre. Pas d'une validation aveugle, mais d'un accompagnement prudent. L'histoire tragique de Candace Newmaker l'illustre très bien. Ce n'est pas la médiumnité supposée qui l'a mise en danger. C'est la projection adulte, la volonté de corriger, de réparer sans comprendre, qui a causé sa perte. A l'inverse, le cas de James Ledinger montre une autre voie. Ses parents ont d'abord douté, puis écouté, puis documenté. Et peu à peu, les souvenirs se sont estompés. Comme si ils avaient été reconnus et pouvaient enfin partir. Et là, je vais te poser une question. Ça reste bien sûr qu'une question ouverte, mais et si nous tous, ici présents, nous avions tous vu quelque chose avant de l'oublier?
Et si la médiumnité de l'enfant n'était pas une exception, mais un état naturel? Et si nous aussi, nous avions perçu, avant d'apprendre à ne plus voir? Des psychologues comme Carl Jung ou Piaget évoquaient déjà l'existence d'un monde intérieur très dense chez l'enfant. Un monde où les archétypes, les symboles, les peurs prennent forme. Les traditions spirituelles vont même plus loin. Elles disent que chaque enfant naît avec un lien direct au monde subtil, mais que ce lien se referme vers 6 ou 7 ans. À cause du mental, de l'éducation, des croyances. L'enfant devient adulte et puis oublie. Alors peut-être que ces enfants qu'on appelle médiums ne sont pas exceptionnels. Peut-être qu'ils sont juste encore ouverts, là où nous avons appris à nous fermer. Certaines traditions vont même plus loin. Elles affirment que l'âme ne s'intègre pleinement dans le corps qu'aux alentours de 7 ans. Avant cela, l'enfant serait encore en lien avec d'autres plans, d'autres mémoires. Ce moment marquerait la fin d'une forme d'ouverture. Et le début de l'incarnation complète. Une hypothèse qui, sans imposer de vérité, résonne bien avec pas mal de témoignages. L'enfance est comme un passage. L'enfance est un territoire fragile, un entre-deux. Entre le rêve et la réalité, entre ce monde et peut-être un autre. Quand un enfant dit voir l'invisible, il ne le fait pas pour convaincre. Il ne cherche pas à manipuler. Il dit simplement ce qu'il perçoit, avec ses mots, avec ses silences. Certains récits nous bouleversent, d'autres nous mettent mal à l'aise. Mais ils ont tous un point commun, tu sais. Ils nous forcent à reconsidérer ce que l'on croit savoir du réel. Et ce qui peut être le plus troublant, c'est que ces expériences ne sont pas dans l'apanage de quelques enfants à part. Non. Beaucoup de parents, un jour, entendent leur enfant dire quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Une phrase, un souvenir, une perception qu'ils ne savent pas expliquer. Parfois, cela se passe vite. Mais parfois, cela persiste. Mais dans tous les cas, cela nous invite à écouter autrement, à ne pas minimiser trop vite ce que les enfants expriment quand le monde les dépasse. L'enfant médium n'est ni un élu ni un fou. Il est peut-être un témoin d'un monde qui nous échappe, ou d'un monde que nous avons tout simplement appris à ignorer. Alors, je te pose la question. Faut-il y croire? Faut-il tout expliquer? Ou faut-il simplement écouter sans juger ce que ces enfants viennent nous dire, avant que eux aussi finissent par oublier à leur tour? Car peut-être que l'essentiel n'est pas de comprendre, mais de préserver cette ouverture, ce regard, cette capacité à entendre même ce que les adultes ne veulent plus entendre. Merci à tous pour votre écoute et vos messages. Si cet épisode vous a plu, pensez bien sûr à vous abonner ou à liker sur les supports adaptés. Et à me dire si vous avez déjà connu un enfant qui semblait voir l'invisible. Et que pensez-vous de ces récits de médiumnité précoce? Comme toujours, les sources et les références seront disponibles dans la description des plateformes disponibles. C'était Ellie, et vous étiez dans le Talk Paranormal. Gardez la tête froide et le cœur ouvert. Merci.